Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour un superbe échange autour de la rencontre de la physique quantique et de la médecine intégrative. Et nous avons l'immense honneur pour traiter de ce sujet ce soir, de recevoir deux auteurs de renom, de personnalités de renom sur ces thématiques-là, le docteur Béatrice Milbert et Philippe Bobola. Alors, docteur Béatrice Milbert, vous êtes médecin spécialisé en acupuncture, en homéopathie, en phytothérapie, en électrosensibilité, en médecine quantique. Vous êtes la présidente et fondatrice de la fondation IRIM, qui est un centre de recherche en médecine intégrative. Vous êtes également fondatrice de l'Académie libre des médecines intégratives à Genève et du centre pilote de recherche en thérapie quantique et intégrative à Genève également. Philippe Bobola, vous êtes physicien, biologiste, anthropologue, psychanalyste. Vous êtes allé de la matière au plus grand, au plus vaste. Et puis vous êtes un éminent conférencier, enseignant, auteur. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Vous allez échanger autour de médecine traditionnelle énergétique d'Europe au travers de l'homéopathie, de la phytothérapie, du magnétisme et de l'ostéopathie. Un siècle de recherche pour mieux comprendre ce qu'est la médecine intégrative. On vous écoute. À vous deux. En fait, je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé effectivement depuis un siècle. Je pense que il faut reconnaître que l'Europe a été le berceau d'immenses chercheurs. On connaît bien Einstein, on connaît un peu moins Tesla, un peu moins Lakowski, un peu moins encore D'Arsonval. Et pourtant, ils ont tous été européens à un moment, au tout début de leur carrière. Ils ont fait avancer à un moment donné la médecine, chacun à sa manière, avec la création d'appareils qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'électromagnétiques, de quantiques aussi, pour tous les appareils de Tesla. Et donc, je pense que c'est un moment très important de l'histoire de la médecine qui actuellement est confrontée quand même à de très grandes difficultés. Et en tant que médecin intégratif, il me paraît important d'aller revoir dans notre passé toutes ces médecines qu'on pourrait aussi qualifier d'énergétiques, la phytothérapie, l'homéopathie, l'ostéothérapie. Et cela, Philippe, pour moi, un interlocuteur extraordinaire, parce que quelque part, il a compris mon désir de partager cela avec le public, et il a une capacité de rendre les choses tellement simples à comprendre. Merci Philippe de partager ce moment. Alors, oui, effectivement, il y a un fil conducteur. Béatrice a cité D'Arsonval, Lakowski, Tesla. Le fil conducteur, c'est la vibration. D'ailleurs, Georges Lakowski disait la vie est née de la vibration, est entretenue par la vibration et disparaît lors d'un déséquilibre vibratoire. Donc, que ce soit Jacques Arsène d'Arsonval, qui fut professeur au Collège de France, alors son apport, ça a été de comprendre que quand on soumettait le corps à des fréquences particulières, des hautes fréquences, eh bien, on pouvait stimuler la défense immunitaire. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui revenaient avec le paludisme, qui était une maladie parasitaire. Et donc, la défense immunitaire était parfois en difficulté pour combattre le parasite. Et donc, il a compris qu'on pouvait électrostimuler la défense immunitaire. Alors, il a prolongé le travail de Claude Bernard, le grand physiologiste, car Claude Bernard n'avait pas pu explorer l'influence de l'électricité, donc des ondes sur le corps. Il avait un peu confié cette tâche à D'Arsonval, qui l'a fait remarquablement. Alors D'Arsonval était physicien, mais il était également médecin, donc il avait cette double formation. Lakowski, il est ingénieur et biologiste, il va arriver en France.
Et lui, il va développer les oscillateurs à ondes multiples. C'est de l'électronique, on va dire, des condensateurs ouverts au bout, qui vont délivrer des multiples fréquences. Donc comment on faisait? On avait des oscillateurs à ondes multiples qui étaient faits de 7 métaux. Vous voyez, on retrouve un peu les 7 métaux des alchimistes. On choisissait les métaux, cuivre, fer, or, argent. On mettait le patient au milieu et il baignait d'une multiplicité d'ondes qui rentraient en interférence et qui soignaient le patient. Donc il a eu beaucoup de résultats sur les cancers, entre autres. Il avait d'abord commencé par... il existe un cancer chez la plante qu'on appelle le Krungal, et donc il a eu des résultats sur les végétaux, puis après il a eu des résultats sur les humains. Donc il a soigné des cancers de la peau, des cancers de la prostate, etc., etc. Alors il a beaucoup dérangé, évidemment. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La Kabbale, où il raconte tout ce qu'on lui a fait pour l'empêcher de pouvoir développer une médecine vibratoire avant la lettre. Et avant Lakowski, il y a eu Tesla qui, dès les années 1892-1893, avait testé le rôle de l'électricité sur un certain nombre de pathologies. Donc Tesla avait une formule, il disait, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, il faut parler en fréquence, en vibration et en information. Donc voilà, cette médecine, elle était vibratoire. Alors, comment on peut revoir ces médecines? On ne parlait pas à l'époque de physique quantique, puisque la physique quantique va naître en 1900 avec Max Planck, et elle va véritablement se développer jusque dans les années 30. Et parmi les propriétés de la physique quantique, il y en a une qu'on pourrait utiliser, c'est qu'un atome, il est simultanément onde et vibration. Donc notre corps est fait de milliards d'atomes. Chaque atome a une double dimension. Donc il y a à la fois dans notre corps une dimension corpusculaire, mais simultanément une dimension ondulatoire. Donc soigner un corps qui est en partie vibratoire par la vibration, il n'y a rien d'anormal. Et donc on pourrait prolonger la réflexion, puisque Hahnemann, lui, va découvrir qu'on peut soigner pas forcément avec la matière, mais en limitant la matière. Et c'est comme ça qu'il va développer l'homéopathie. Alors l'anecdote nous dit que Hahnemann était un homme profondément honnête, donc il va avoir son doctorat en 1779. Et puis, il va se rendre compte que la médecine de son époque ne permettait pas de guérir. Donc, comme il avait des talents linguistiques, il maniait le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe, l'italien, le français, l'allemand, sa langue maternelle. Et donc, il a fait des traductions. En 1790, son éditeur lui donne un manuscrit, la matière médicale d'un médecin écossais, Cullen, qui développe l'action de l'écorce de quinquina sur les fièvres intermittentes. Et il pensait que ça renforçait l'estomac. Et Hahnemann pense que c'est faux. Et il va tester sur lui et il s'aperçoit qu'il a des symptômes qui correspondent au paludisme, notamment avec des fièvres multiples. Et comme ça, il a l'idée de pouvoir tester sur un organisme sain un remède, de voir les symptômes obtenus. S'ils correspondent à une maladie, le remède peut soigner. Mais encore fallait-il ajouter quelque chose, c'est ce qu'on appelle la loi d'infinitésimalité, c'est-à-dire diluer la substance en question. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'on pouvait soigner d'une façon presque inversement proportionnelle à la matière. Et on arrive à quelque chose qui est extrêmement intéressant, on en discutait avant. Alors je fais un peu un inventaire et puis après je repasserai la parole, comme ça on aura vraiment planté le décor. Pour la plupart des gens, si on enlève la matière, c'est aussi dramatique que leur propre mort ou la disparition de la cité, parce que pour eux, le mot matière résonne avec vérité. Donc Hahnemann a été un précurseur parce qu'il a compris qu'on pouvait tellement diluer un principe actif qu'il n'y avait plus de matière, et pourtant on soignait, à condition de diluer dans un solvant comme l'eau et l'alcool. Et l'eau, on est loin d'en avoir fait le tour, puisque c'est le liquide le plus mystérieux qui soit. Pourtant, la molécule est simple, hein. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, et pourtant, cette molécule, Martin Chaplin a recensé plus de 36 propriétés atypiques, anormales. Vous les connaissez tous sans le savoir. Par exemple, généralement, quand on refroidit un liquide, il est plus lourd. Il est condensé, et donc c'est pas du tout le cas pour l'eau, puisque
le glaçon flotte au-dessus de l'eau. Et puis l'eau bout à 100 degrés, alors que si, par exemple, on prend une molécule voisine comme le soufre dihydrogéné, au lieu d'avoir un oxygène, vous le remplacez par soufre, eh bien on passe à l'état de vapeur à moins 61 degrés Celsius. Voilà. Donc vous voyez, l'eau bout à 100 degrés, et ça vient de liaisons particulières qu'on appelle des liaisons hydrogènes, qui sont un peu le secret de l'homéopathie. Et on pourrait reprendre cette propriété en disant que plus on diminue la matière et plus on exacerbe sa dimension vibratoire. Un Français, le prince Louis de Broglie, avait montré que quand on avait une particule de petite masse, eh bien sa dimension vibratoire était exacerbée. On peut presque dire que la dimension vibratoire est inversement proportionnelle à la masse. Donc en faisant une analogie qui peut paraître grossière, on pourrait dire qu'on raréfie la matière, mais on exacerbe la dimension vibratoire. Et une dernière chose, comme ça on aura planté le décor des médecines alternatives, c'est que on a cette idée qui date de Virchow de 1858 que la vie c'est la cellule ou un groupe de cellules organisées en tissus qui eux-mêmes font des organes. C'est faux parce que la vie, elle intègre aussi le tissu conjonctif. Donc Alfred Pischinger, qui était un physiologiste d'origine autrichienne, a fait un travail remarquable sur ce qu'on appelle le tissu conjonctif, c'est le milieu sur lequel reposent les cellules. Il a montré que la cellule est une attraction morphologique, elle n'a pas de sens indépendamment du milieu vital cellulaire. Et donc c'est la piste de distribution de l'information. Et si on intègre ce tissu conjonctif, c'est le plus grand organe, d'ailleurs on considère que c'est un néo-organe. Sur ce tissu sont déposés des organes et des tissus, ça ressemble un peu à la vision des astrophysiciens, où il y a un continuum spatio-temporel sur lequel on trouve parfois des objets célestes, des étoiles, des planètes, des amas de galaxies, et ça courbe l'espace-temps. Ben, c'est la même chose, notre corps est fait d'un continuum sur lequel sont déposés des organes, des tissus, et ce tissu conjonctif est la piste de distribution de l'information. Donc quand on fait des thérapies manuelles, on a cité l'ostéopathie, on va nettoyer la piste de distribution informationnelle, relancer cette distribution, et à ce moment-là, on peut vraiment interagir. Alors évidemment, en biologie, on commence à introduire des énergies qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme par exemple la piézoélectricité, qui fait que quand on applique des contraintes mécaniques à un matériau, on crée des courants électriques, et notre corps a des propriétés piézoélectriques. Les os, par exemple, quand vous êtes en position verticale, l'action de la gravitation crée des courants qui vont permettre à nos cellules osseuses de se renouveler. Et donc on en a deux, les ostéoclastes qui creusent l'ossature et les ostéoblastes qui le comblent. Et c'est ce qui se passe quand les cosmonautes vont dans l'espace. Eh bien, ils sont extraits du champ gravitationnel, entre autres, et donc il y a une désorganisation de ces cellules, ce qui crée de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie, mais effectivement, on peut avoir une fonte osseuse qui dépasse 30%. Donc, on a des ondes électromagnétiques, on a l'ADN qui émet de la lumière qu'on appelle des biophotons, qui a les caractéristiques d'un laser. On a même des ondes qu'on appelle solitoniques. Une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux. Là, vous avez un sommet, un creux. Et ce type d'onde, ça représente par exemple le tsunami. Quand il rencontre un obstacle, eh bien, il n'y a pas de perte d'énergie. C'est comme si l'objet avait été complètement transparent à l'onde, et l'onde repart avec la même quantité d'énergie. Donc toutes ces énergies circulent dans le tissu conjonctif, et c'est eux qui assurent l'unité et la cohérence de notre corps. Voilà. On a planté le décor, je repasse la parole à Béatrice. Voilà, merveilleuse introduction. C'est vrai que l'homéopathie que j'exerce depuis très longtemps est une source de trésors en matière de médecine, et que malheureusement très peu connue finalement, très peu connue même des pharmaciens. Et on se rend compte que cette médecine avait la capacité de soigner des pathologies extrêmement lourdes, puisque par exemple à l'époque Frédéric Chopin a soigné sa tuberculose grâce à de l'homéopathie. Il était avec George Sand un très très grand admirateur et utilisateur de l'homéopathie. Pour en revenir aussi, par exemple, on parlait de l'Inde, c'est vrai que c'est un pays qui est extrêmement pauvre et où l'homéopathie est utilisée de façon traditionnelle et très ancienne dans quantité de pathologies.
en plus dans le cancer, et avec des doses des fois qui sont minimalistes. Les gens n'ont pas d'argent pour acheter des tubes de granules, ils utilisent une granule pour 1 litre d'eau et ça va faire leur traitement pour le mois. En tout cas, l'homéopathie a des capacités thérapeutiques qui sont effectivement à explorer et à reprendre dans la dimension, comme on disait, informationnelle. C'est-à-dire que nous pouvons voir le corps humain comme étant matière, comme disait très justement Philippe tout à l'heure, mais nous pouvons le voir sous la forme énergie, vibratoire. Et à ce moment-là, nous sommes face à cette situation où nous avons pensé que la matière chimique était adaptée à traiter notre corps et nous sommes confrontés souvent à d'énormes problèmes de toxicologie, de surdosage. Énormément de gens font des effets secondaires graves et c'est effectivement ce qui a fait que Hahnemann, qui était toxicologue à son époque, s'est dit si des traitements aussi agressifs peuvent apporter quand même des éléments de soulagement, peut-être qu'en prenant de toutes petites quantités, nous arriverons à un résultat aussi positif sans créer de problèmes de rejet, d'allergie, d'intoxication. Et donc, ce qui a été aussi très intéressant, c'est qu'il allait voir ses malades à cheval et que ces fioles de médicaments, il les transportait donc à cheval dans sa trousse. Et quand il arrivait chez le patient pour le traiter, il s'apercevait que les traitements qu'il allait donner étaient beaucoup plus efficaces que les traitements qu'il utilisait à son cabinet. Et c'est là où il y a eu l'idée de la dynamisation. Et cette dynamisation, là encore, exprime, si vous voulez, l'efficacité du traitement. Donc non seulement le traitement est à dose minimaliste, mais en plus il est dynamisé. Et là, vous avez un produit d'une fantastique capacité. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, donc l'Inde utilise cette thérapie homéopathique. À New York, vous avez des cliniques qui utilisent de l'homéopathie indienne pour traiter des pathologies extrêmement graves comme le cancer. Donc nous sommes dans des compréhensions, si vous voulez, différentes du corps humain quand on commence à s'intéresser justement à l'énergétique. Et on peut parler aussi de l'ostéopathie qui est partie de la chiropraxie, puis de l'ostéopathie, en passant donc par la micro-ostéopathie, l'éthiopathie, l'ostéothérapie. Vous avez là effectivement différentes façons de soigner qui sont beaucoup plus dans le ressenti du soignant sur le corps humain, des zones en souffrance, avec des fois des thérapeutiques qui vont agir au niveau, par exemple, du cerveau, pas que de l'os, si vous voulez, mais aussi au niveau de ce qui est contenu à l'intérieur, par exemple, de la boîte crânienne. Vous avez le cerveau, et vous savez que quand vous utilisez l'ostéopathie, vous avez ce qu'on appelle l'ostéopathie crânienne, vous pouvez sentir les rythmes de vibratoire, donc de l'humain, et effectivement redonner une cohérence. C'est très important aussi de parler de cohérence. Souvent, Fritz Albert Popp parle de cohérence quantique au niveau des tissus. C'est bien de ça dont il s'agit. Nous sommes devant des ensembles de cellules. Nous, on imagine toujours que les cellules ont quelque part une action parce qu'elles sont dans un tissu, mais les Russes comme Vladislav Kristoforov, que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans son laboratoire à Moscou, qui est quand même celui qui a mis au point tous les appareils quantiques qui ont été utilisés dans les Soyouz dans l'espace, me disait que finalement, chaque cellule a son caractère, chaque cellule a sa capacité je dirais, d'être en cohérence ou pas en cohérence avec les autres cellules du même tissu. Et donc cela est extrêmement intéressant parce que on a l'impression d'être, à travers toutes ces approches, devant ce que j'appelle un monde énergétique qui, quelque part, a échappé à notre médecine.
un Maewon Ho que j'aimais beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle The Rainbow and the Worm, parlait du quantum jazz of life. Elle disait toujours, quand vous regardez un tissu mort au microscope, ben, il est mort. Mais si vous regardez un tissu vivant au microscope à fond noir, par exemple, elle disait, mais il y a une vitalité, il y a des sons, il y a des couleurs. Le vivant, la matière vivante est une matière qu'on va découvrir, si vous voulez, à travers toutes ces notions de physique quantique appliquées à la biologie et à la médecine. En tout cas, on est certainement au seuil d'une remise en question, finalement, de notre façon de voir le corps humain, de le soigner, d'apporter finalement ce qui est vraiment juste. Parce que jusqu'à présent, moi, pour ma part, j'ai l'impression que la médecine s'est éloignée finalement de ce qu'est l'humain. Voilà. Alors, la vie, c'est de la matière, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'information. Alors, c'est comment on définit l'information. Alors, Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique. La cybernétique, c'est la science de régulation des machines, vivantes ou inertes, définissait ainsi l'information. L'information n'est ni masse ni énergie, mais néanmoins, elle a besoin de cette masse et de cette énergie pour être véhiculée. Donc, l'information est véhiculée par la masse et l'énergie. C'est un petit peu comme le panneau sens interdit, c'est de la ferraille. Si vous rentrez dedans, bah, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a quand même une énergie qui est contenue à l'intérieur, hein, qui assure sa cohésion, et le symbole qui est dessus n'est pas à confondre avec l'énergie du poteau indicateur, ni sa matière. C'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le symbole, c'est une information. Alors le fait d'avoir cette idée d'une information qui est véhiculée par la matière et l'énergie, bah, on comprend que quand la médecine s'est développée, elle s'est développée à partir de cadavres. On a étudié la vie par la mort. Donc évidemment, on a obtenu une vision des vivants qui est une vision inerte. Or, la vie n'est pas du tout inerte. Chaque élément qui constitue la cellule, un organite, a cette dimension vibratoire, selon une des propriétés de la physique quantique qu'on a déjà évoquée et qu'on appelle en physique la dualité onde-corpuscule. Donc la membrane a une vibration, et un ensemble de vibrations, ce qu'on appelle un spectre vibratoire, et les organites à l'intérieur de la cellule, comme l'ADN, la mitochondrie, qui est la centrale énergétique, et d'autres organites, ont chacun une dimension matérielle et une dimension ondulatoire. Alors, on pourrait dire que la médecine allopathique a connu différentes morts. Déjà, le fait qu'elle étudie la vie par la mort, à partir de la mort. Ensuite, elle n'a pas compris le lien entre les différents organes. Ce qui est important dans ce que vient de dire Béatrice, c'est une autre propriété quantique, c'est la notion de cohérence. C'est-à-dire que quand des atomes vibrent à l'unisson, on appelle ça une cohérence quantique. Et cette cohérence qu'on croyait réservée au monde atomique ou moléculaire, on la voit au niveau cellulaire. D'ailleurs, le raisonnement est assez simple. Si vous admettez cette cohérence au niveau atomique, une molécule c'est fait d'un assemblage d'atomes. C'est quoi une cellule si ce n'est un assemblage de molécules, donc d'atomes, et ces cellules donnent des organes, et les organes des tissus. Donc des tissus aux organes, des organes aux cellules, des cellules aux molécules jusqu'aux atomes. Ben, il peut y avoir cette propriété de cohérence, qui est la caractéristique du milieu vivant. Alors cette cohérence, on ne la voit pas quand on étudie la vie à partir de cadavres, et on a considéré que l'organe était fait de tissus et d'organes séparés. Il n'y a pas de lien, mais si vous introduisez le tissu conjonctif, vous voyez bien qu'il y a un soubassement, un continuum, comme on dit, qui permet le lien entre ces différents organes. Alors il faut savoir qu'en 1910, Abraham Flexner a été payé par la famille Andrew Carnegie pour restructurer l'enseignement médical des États-Unis à partir du système français. On a considéré que les organes étaient séparés les uns des autres et qu'il fallait des spécialistes pour chaque organe. Et on a ainsi séparé le médecin généraliste du médecin spécialiste, en donnant au grand public l'impression que le spécialiste avait un niveau de compréhension supérieur au généraliste. Le généraliste est plus fin clinicien puisqu'il voit le corps dans sa totalité. Et puis, malheureusement, la médecine a refusé souvent des dialogues
avec d'autres disciplines, la physique, entre autres. Et donc, elle a choisi des disciplines qui étaient inféodées à l'industrie pharmaceutique, comme la chimie et la biochimie. Donc, on peut dire que le soubassement de la médecine allopathique, c'est la physique classique. Ce qui fait que, par exemple, si on prend l'homéopathie, au nom de la physique classique, quand on dit c'est de la supercherie, ça peut pas marcher, c'est que de l'eau, c'est vrai. Mais au nom de la physique quantique, c'est faux. Et donc, il y a un changement de paradigme à faire. Et d'ailleurs, on n'a pas encore en physique une théorie de l'information, mais par contre, on peut considérer que les thérapeutes manuels sont des explorateurs d'une nouvelle forme de physique à venir, et ils sont déjà dans une forme d'expérimentation, et la théorie viendra après. Donc c'est la même chose pour, par exemple, on n'a pas abordé, mais le magnétisme. Hein, on sait que les gens peuvent émettre un champ magnétique, parce que nous avons des particules de magnétisme. C'est le père de Michel Rocard, Yves Rocard, qui a beaucoup travaillé là-dessus. On en a au niveau des arcades sautillères, des genoux, des coudes, du grand pouce. Voilà, il y a des zones où vous avez des oxydes de fer. Les particules de magnétisme, c'est 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène. Et donc, quand ces molécules sont orientées dans une même direction, on appelle ça un ferromagnétisme. On dégage un champ magnétique, et le champ magnétique peut soigner, puisque effectivement, on reprend notre raisonnement, un corps vibratoire peut être soigné par un champ vibratoire. Donc, il y a plein de champs vibratoires en physique. Il y a des champs vibratoires électromagnétiques, il y a des champs vibratoires infrarouges, ultraviolets, des rayons gamma, etc. Alors, ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est une forme de schizophrénie, c'est que un cancérologue qui reçoit un mot cliché de RMN, la RMN, c'est issu de la physique du noyau. Un atome, en gros, c'est un mini-système solaire. Au centre, vous avez un soleil intraatomique globalement chargé positivement, c'est ce qu'on appelle le noyau nucléaire, et autour de ce noyau gravite ce qui serait l'équivalent d'une planète. Par exemple, la Terre, toujours chargée négativement. Et suivant l'atome, il y en a 108, en gros, dans le tableau de Mendeleïev, chaque atome aura un nombre plus ou moins grand d'électrons, et à l'intérieur du noyau, il y a des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement, et les neutrons sont neutres. Ce qui fait que, globalement, le noyau nucléaire est chargé positivement. Eh bien, la RMN, résonance magnétique nucléaire, est issue de la recherche de la physique quantique sur le noyau. On s'est rendu compte que quand on avait des champs magnétiques importants, plusieurs Gauss, eh bien, on pouvait orienter les éléments du noyau, on appelle ça des moments magnétiques, et on arrivait à avoir des signaux. Or, si vous voulez, entre le cliché de RMN qui est issu de la physique du XXe siècle, la physique du noyau en mécanique quantique, ce qu'on appelle la chromodynamique quantique, et puis les stratégies thérapeutiques, on a l'impression qu'en quelques secondes, le cancérologue, quand il a fini de regarder où se trouve la tumeur, il régresse d'un siècle, tout redevient de la physique classique. Donc on ne peut agir sur la tumeur qu'en la détruisant, soit par la chimiothérapie, soit par la radiothérapie, soit en l'enlevant par exérèse chirurgicale. Donc c'est un changement de paradigme qu'il faut faire, et que toutes ces médecines qui sont considérées comme des patamédecines, des médecines fantaisistes, ils sont vus par le paradigme de la physique classique et non par le paradigme de la physique quantique, et encore moins par le paradigme de la future théorie informationnelle. Donc c'est ça qui nous intéresse avec Béatrice, c'est de participer à ce changement de paradigme qui rendra ces médecines complémentaires de la médecine allopathique. La médecine allopathique, son pôle d'excellence, c'est d'agir dans l'urgence. Vous avez l'artère carotidienne qui est sectionnée, c'est la chirurgie qui vous sauvera. Mais après, le problème, c'est gérer le terrain. Et le terrain n'existe pas en médecine allopathique. Les cellules sont supposées reposer sur rien. Or, pour arriver à avoir des résultats durables dans le temps, il faut agir sur le terrain. Par exemple, un terrain, quand il n'est pas travaillé, il est fertile pour les mauvaises herbes. C'est la même chose pour notre corps. Quelqu'un, quand il a développé un cancer, la cause, c'est souvent son terrain. D'ailleurs, on peut remonter jusqu'à des causes psychologiques qui peuvent altérer le terrain. Et donc, une médecine intégrative, c'est une médecine qui va s'occuper de redonner au terrain son intégrité, comme un ostéopathe redonne au tissu conjonctif son intégrité. Et donc, ces autres médecines permettent de gérer des problèmes à moyenne et longue durée. Ce que la médecine allopathique a du mal à le faire. D'ailleurs, une dernière chose, c'est que Hahnemann,
dans ses œuvres de traduction, a traduit le corpus hippocratique. Et Hippocrate, qui est le père de la médecine occidentale, avait deux formes de médecine, la médecine homéopathique et la médecine hétéropathique ou allopathique. Donc on pouvait soigner soit par des remèdes qui sont contraires aux effets créés par la maladie, soit en utilisant des remèdes qui sont comparables aux effets produits par la maladie. Et donc quand on prend l'œil du logicien, on s'aperçoit que Hahnemann a raisonné très bien en logicien. Il a vu que sur un organisme sain, en prenant un élément, si ça donnait des effets qui existaient dans les matières médicales, on pouvait soigner la maladie, et en choisissant la bonne dilution, il pouvait remonter à la cause et résoudre la maladie. Donc évidemment, ça paraît contraire à notre monde qui s'est enferré dans l'hypermatérialisme, parce qu'il soigne avec pas de matière, mais de l'information imprégnée dans l'eau. Alors après, on pourrait parler, mais je pense que ça nous amènerait un peu loin sur les modèles homéopathiques qui existent, mais sachez qu'il existe des modèles homéopathiques qui sont basés sur la théorie quantique des champs. Je crois qu'il y a un problème de niveau entre ce que les médecins qui ont l'intelligence pour le faire, mais mal formés, n'ont pas reçu comme formation. Donc, depuis Lavoisier, on pense qu'on a trouvé le secret de la molécule d'eau quand on a compris qu'elle était faite d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Or, ce liquide donne chaque jour des propriétés atypiques. J'en ai cité quelques-unes, mais on est loin d'avoir fait le tour de la molécule d'eau. D'ailleurs, c'est pas par hasard. Si l'eau est aussi présente dans le vivant, on peut dire que la biologie, c'est la science de l'eau. Donc, balayer l'eau en tant que liquide connu et archi-connu, c'est faux. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur l'eau. Merci Philippe. C'est fondamental, tout ce que vous avez rappelé là. Et c'est vrai que l'homéopathie est certainement la médecine qui va faire avancer le plus cette compréhension de l'humain vibratoire. Et c'est vrai que Hahnemann, j'ai adoré toute son œuvre. Il a écrit effectivement l'Organon ou l'Art de guérir, c'était en 1810. Mais en 1836, il a écrit un autre livre qui s'appelle Le Traité des maladies chroniques et qui était vraiment un livre complètement pionnier. Parce que c'est vrai que même par rapport à la maladie de Lyme, aujourd'hui, je m'en inspire. Effectivement, lui insistait beaucoup sur le fait que le terrain qui donnait ces pathologies chroniques très graves au niveau infectieux, et à l'époque il parlait de la syphilis, étaient effectivement des terrains qu'il fallait absolument nettoyer au niveau parasitaire et candidosique. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes confrontés à la maladie de Lyme avec exactement la même problématique. Bon, bien sûr, les gens ont une nourriture beaucoup trop sucrée, avec énormément de prolifération, de candidose et énormément de parasitoses qui ne sont plus soignées. On ne soigne plus les oxyures, les ascaris, on ne s'occupe plus du tout du terrain du patient. Et c'est vrai que ces terrains, où Clark, pareil, on parle par rapport aux problèmes de cancer, par rapport aux problèmes de sida, par rapport aux problèmes de quantité de pathologies. Et elle disait la première chose à faire, c'est de nettoyer le terrain de tous ces miasmes parasitaires. Et donc, en 1836, Hahnemann en parlait déjà de façon très claire et extrêmement efficace. Donc, moi je pense qu'il y a tellement de choses à dire, et c'est vrai que l'eau est un des éléments constitutifs de la cellule absolument essentiel. Et ça, c'est le professeur Gérald Pollack qui parle aussi donc de la structure de l'eau dans nos cellules, qui n'est absolument pas la même que celle de l'eau du robinet. Effectivement, ces molécules d'eau, ces petites molécules d'eau ont des capacités de s'agencer à l'intérieur de nos cellules. Et quand il parle de l'exclusive zone water, qui est effectivement une zone qui se trouve juste sous la membrane cellulaire et qui a donc une cohérence quantique tout à fait particulière, donc on peut considérer que ces domaines quantiques stockent l'information, ont la capacité bien sûr de la capter et aussi de la redonner, mais ont aussi une capacité d'être en lien avec l'environnement et en particulier avec la lumière solaire, avec la lumière infrarouge. Et c'est des zones qui sont extrêmement sensibles à la qualité des aliments
que nous mangeons, c'est-à-dire les légumes, tout ce qui est jus de légumes, l'eau de coco par exemple, le curcuma, c'est des zones qui vont effectivement avoir une possibilité d'expansion avec ce type de traitement, de lumière, ce type d'aliments, et qui vont donner une zone beaucoup plus puissante et qui est donc le reflet de l'état de santé de nos cellules. Donc là, nous plongeons effectivement dans des compréhensions qui sont, pour l'instant, qui ne sont pas dominantes. C'est-à-dire qu'au niveau de la médecine, on ne prend pas en compte du tout ces données qui, pour moi, quelque part, révolutionnent. Et quand je vois comment on traite les patients qui sont électro-hypersensibles, c'est-à-dire des gens qui ne supportent plus l'environnement électromagnétique, et ces gens électro-hypersensibles, on considère comme étant des cas psychiatriques, hein, énormément de patients ont été psychiatrisés, alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est juste des sentinelles environnementales qui ressentent l'environnement toxique dans lequel nous baignons. Et c'est vrai qu'en ville, c'est carrément insupportable. Beaucoup de mes patients sont obligés de quitter les villes. Et donc, on voit bien cette notion, elle n'est pas nouvelle, puisque Nikola Tesla, Georges Lakhovsky ont souffert d'électro-hypersensibilité. Et pour cause, ils travaillaient avec des appareils électromagnétiques qui étaient des fois difficiles à régler, et donc ils étaient quelque part exposés à des champs électromagnétiques beaucoup trop puissants pour leur corps humain. Et donc ça, on a des textes, on sait qu'ils ont eu ces problèmes et qu'ils s'en sont sortis soit en s'isolant complètement, comme Nikola Tesla, soit en allant à Évian, comme a fait Georges Lakhovsky, qui effectivement a été traité par l'eau, ce qui lui a fait un bien extraordinaire. Donc on voit les possibilités de thérapeutiques, si vous voulez, qui aujourd'hui, même par rapport à notre environnement, devraient s'adapter aussi à cette problématique. C'est vrai que les patients électro-hypersensibles, à part se protéger et se sauver hors des villes, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, on peut les aider effectivement avec les notions au niveau cellulaire, de stopper la captation des champs électromagnétiques. Ça, c'est possible, mais c'est une partie des possibilités thérapeutiques. Alors, on pourrait peut-être rappeler pour nos auditeurs que Gérald Pollack, c'est un biophysicien. Il a montré qu'il existe un quatrième état de l'eau qui vient s'ajouter à l'état solide, liquide et gazeux. Et ce quatrième état de l'eau vient du fait que quand on a de l'eau dans un récipient, les parois du récipient, qu'on appelle en physique l'interface, vont donner lieu à un phénomène qu'il a appelé la zone d'exclusion, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'eau est chassé. Ce qui fait que sur une petite zone, eh ben, on a une batterie avec d'un côté au niveau de l'interface des charges négatives et à distance des charges positives. Et donc, batterie, ça veut dire énergie. Donc, nos molécules qui constituent nos cellules et en dehors des cellules sont toujours recouvertes d'eau. On appelle ça la couche de solvatation. En moyenne, elles ont 2 couches d'eau. Et donc, ça constitue de l'interface. Et tout ça est rechargé par de la lumière infrarouge solaire pour redonner la polarité. Qu'est-ce que c'est une charge positive et une charge négative? C'est un champ électrique qui va de plus vers le moins. En plus, il y a une couche d'eau dans les membranes, et les membranes sont faites de 3 éléments, des phospholipides, qui sont des acides gras phosphorés, des protéines, et des lipides, qui sont des acides gras. Et donc, le voltage est très important, puisqu'il est de l'ordre de 100 millivolts sur 1 micromètre, ce qui fait quand même 100 000 volts par centimètre, 10 millions de volts par mètre, ce qui est énorme pour un électronicien. Et donc, les molécules d'eau vont avoir une configuration particulière qui vont exacerber leur batterie. Quand elles sont sur les parois d'un récipient, elles prennent une forme en nid d'abeille. Tout le monde sait ce que c'est un nid d'abeille, hein, avec des formes hexagonales. Dans la membrane, il y a encore des recherches à faire pour voir la structure qui est prise, puisque en plus d'avoir cette zone d'exclusion qui crée une batterie, il y a un champ qui est extrêmement puissant. Et donc, d'ailleurs, quand on fait le calcul, s'il n'y avait pas de l'énergie tirée de l'eau et même du vide de l'atome, qu'on appelle le vide quantique, eh ben,
on n'aurait pas assez d'énergie pour pouvoir penser, se déplacer, etc., pour réaliser notre métabolisme. Quand on fait le bilan, il y a de l'énergie qui est créée en dehors des voies classiques de la biochimie. En gros, la biochimie, c'est la chimie sur grosses molécules. Les molécules sont cassées, ça s'appelle un catabolisme. Il y a de l'énergie qui est libérée. Soit elle est utilisée directement, soit elle est thésaurisée sous forme d'ATP, une molécule, l'adénosine triphosphate, qui va permettre de réaliser des travaux. Donc vous avez une molécule, un groupement adénine, et puis 3 atomes de phosphate, en gros. Et en fonction du travail nécessaire, on va casser une liaison phosphate ou 2, et à chaque fois qu'on casse une liaison phosphate, on libère de l'énergie. Et à chaque fois qu'il y a l'énergie nécessaire, on recrée la liaison phosphate. C'est un peu le secret de la vie qui a été créé il y a 3,5 milliards d'années. Alors, en discutant avec Béatrice, on s'est dit, c'est assez amusant puisque les années 20-30 ont été un bouillon de culture extraordinaire. L'art moderne s'est fait en grosse partie à Paris, mais quand on regarde Georges Lakhovsky, Darsonval et bien d'autres ont développé une approche vibratoire qui a été en quelque sorte une façon avant-gardiste de prévoir une médecine informationnelle. Alors, de même, les Russes, quand ils ont envoyé des hommes dans l'espace, ils ont été extraits du champ gravitationnel. Généralement, dans les zones où on envoie les cosmonautes, aux alentours de la Lune, on est à 1 millionième, à 1 100 millième de la gravitation terrestre qui règne sur Terre. Mais il y a aussi le champ magnétique, il y a les ondes de Schumann, il y a plein de champs physiques qui sont nécessaires au bon entretien de la vie, à l'émergence de la vie. Et on s'est rendu compte que les cosmonautes, ils souffraient de ce qu'on appelle le mal de l'espace. Et donc les Russes ont décidé de compenser vibratoirement le manque d'informations qu'il y avait dans les vaisseaux spatiaux. Et c'est comme ça qu'est née la médecine aéronautique, qui par la suite est devenue la médecine informationnelle. Donc il y a d'autres façons de soigner. La médecine intégrative, c'est une médecine où on prend l'ensemble des médecines, non pas en termes d'opposition, mais de complémentarité. C'est d'ailleurs une philosophie de la physique quantique, puisque un des pères fondateurs de la physique quantique, Niels Bohr, disait « les opposés ne sont pas contradictoires, mais deviennent complémentaires comme le yin et le yang ». Et donc, dans les médecines traditionnelles, l'utilisation des plantes, le fait de faire intervenir le monde invisible, tout ça a une signification qui peut surprendre le monde occidental, parce qu'il a considéré qu'il n'y avait qu'un monde visible, que seule la matière existe, etc. J'aurais qu'un seul chiffre à donner. Pour une particule comme le proton, vous avez 1 milliard de particules vibratoires. Alors quand on parle de la lumière dans sa description quantique, on parle de photons. Donc pour un proton, il y a 1 milliard de photons. Donc de toute évidence, la lumière, la vibration est abondante dans l'univers et c'est la matière qui est rare. Sur Terre, on a inversé. On a considéré que la matière était reine et que la vibration était secondaire ou négligeable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'inverser le processus et de dire, certes, on est fait de matière, mais cette matière, d'après la physique quantique, a une double dimension. Donc nous sommes matière et vibration simultanément, et que plutôt que d'agir sur la matière, il faut mieux agir sur la vibration. Et la vibration est souvent la cause, et la matière subit l'effet de la cause. Donc vous avez... par exemple, dans les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, on dit que la forme vient de l'interaction de champs, qu'il appelle morphogénétiques, avec les atomes, et c'est ça qui donne l'émergence des formes. Et ce ne sont pas des ondes électromagnétiques habituelles, elles sont transmises de génération en génération, donc il y a des mémoires inter- et transgénérationnelles. Et au risque de surprendre nos auditeurs, on connaît beaucoup de choses sur l'atome, mais on ne sait pas comment les atomes peuvent s'organiser pour donner des formes. Et à l'époque d'Aristote, on considérait qu'il y avait la cause efficiente qui est devenue le principe de causalité que tout le monde connaît. Toute cause est suivie d'un effet, tout effet précédé d'une cause. Vous avez la cause formelle qui a disparu, vous avez la cause matérielle qui est devenue le matérialisme, et puis il y avait la téléonomie, c'est-à-dire dès qu'une action est lancée, elle a déjà sa finalité dans le futur. Donc, je crois qu'il faut revenir sur les paramètres métaphysiques, et c'est là où les physiciens ont un dialogue à avoir avec les médecins et les biologistes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres modélisations du temps. Soigner par les plantes, c'est aussi soigner par le passé de la Terre. C'est amener un équilibre par le passé sur un présent déséquilibré, et il y a beaucoup de choses
qu'on pourrait redéfinir et qui relancerait, redynamiserait. Donc revenons sur ce que c'est que l'information, la matière, l'énergie, l'espace, le temps, et essayons de voir comment, avec une meilleure compréhension de ces paramètres, on peut donner une meilleure médecine pour le confort des patients. Et c'est ça un petit peu, peut-être que nous sommes en train de vivre dans une période de déconstruction, peut-être qu'il faut déconstruire notre vision. Parce que de notre vision du corps dépendent les thérapies que nous allons proposer. Donc si on change de vision du corps, nous allons avoir d'autres thérapies. En tout cas, merci Philippe, parce que c'est juste extraordinaire. Tu as parlé de choses. Moi, j'aime beaucoup la médecine chinoise aussi. Bon, elle n'est pas de chez nous, mais elle a cette compréhension effectivement du corps-énergie. Et toute la médecine chinoise tourne autour de remettre le corps dans un fonctionnement énergétique parfait, que ce soit par l'acupuncture au niveau des méridiens, beaucoup l'utilisation des plantes, mais aussi les qigong, mais aussi la façon de préparer la nourriture, les massages, les tuinas, etc. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui devant une immense richesse médicale. C'est ça la merveille de la médecine intégrative, c'est pouvoir faire appel à toutes ces médecines pour le bien du patient. Et quelque part, les patients souvent nous disent « Ah mais non, moi je ne veux pas de chirurgie, je voudrais déjà essayer tel type de massage, de rééducation, de la chromothérapie, de l'homéopathie, de la phytothérapie, des thérapies par les sons, des thérapies par la lumière. » Parce qu'effectivement, on a tout ça à disponibilité. On pourrait parler aussi de la biologie de la lumière de Fritz Albert Popp, qui d'ailleurs s'était inspiré des travaux de Tina Karou, qui était à Novosibirsk, qui était cette femme russe qui, dans les années 50, a commencé à faire toutes ses recherches sur les thérapies par la lumière, où elle dit finalement la photomodulation pourrait avoir la même action thérapeutique que des drogues, que des molécules chimiques. Et ça a été repris. Au départ, tout le monde a rigolé. Fritz Albert Popp, donc, effectivement, qui était un très grand physicien aussi, s'est retrouvé en difficulté, comme Jacques Benveniste, à la même époque, quasiment. Voilà, c'est ça. Et donc, il a eu, on va dire, la chance d'avoir des fonds privés qui lui ont donné la possibilité de continuer ses recherches en privé, et d'avancer et de créer effectivement tout ce qu'il a fait. Donc vous pouvez trouver un livre qui s'appelle La biologie de la lumière, voilà, qui est extrêmement, qui est magnifique. Et si vous voulez, ces travaux ont été repris finalement il y a très peu de temps par les Américains, et en particulier avec Amblin qui est à Harvard et qui a finalement aussi fait avancer les choses dans ce domaine-là. Donc vous voyez que les thérapies par les sons, donc ça, il y a aussi tout le travail de John Stuart Reid, ce qu'on appelle maintenant the sound medicine, avec la possibilité de montrer par exemple l'impact des sons sur le système circulatoire, sur le plan cardiaque. Mais ça, il y avait aussi des utilisations de la musicothérapie en chirurgie cardiaque, en Grèce en particulier. Il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites, énormément de travaux de recherche. Par contre, on n'en parle pas. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement important de faire un peu l'inventaire de tous les possibles dans ces domaines thérapeutiques qui sont très vastes, très nombreux. Oui. Fritz Albert Popp a découvert ce qu'il appelle les biophotons, c'est-à-dire que la molécule d'ADN émet des photons du vivant, et ils ont une caractéristique, c'est d'être un rayonnement laser. Donc toutes nos cellules émettent chacune un rayonnement qui lui est propre. Alors il y a un spectre de vibration, hein, c'est comme dans les analyses de formules sanguines, il y a des valeurs inférieures et supérieures. Et il s'est rendu compte que les êtres unicellulaires comme les bactéries ou les paramécies n'émettaient pas de biophotons, c'est propre aux cellules animales et végétales. Qu'une cellule, quand elle va mourir, elle se vide de sa lumière. Quand elle est empoisonnée, elle se vide de sa lumière. Même congelée, elle perd un peu de sa lumière. Et on va dire qu'on meurt deux fois. On meurt une première fois lumineusement et une seconde fois matériellement. Et puis, ça émet un rayonnement laser. Alors, comme l'a dit à un moment donné Béatrice,
Une cellule, quand elle est malade, elle perd la cohérence de son rayonnement laser. Tout le monde connaît ce que c'est un rayonnement laser. Si vous avez vu La Guerre des Étoiles, vous avez un rayonnement qui est sous forme d'un petit cylindre, qui est unidirectionnel et qui délivre à grande distance une très grande énergie. J'en profite pour dire que quand on fait un combat au laser, ça ne fait pas de bruit. Mais bon, bref, ça c'est Hollywood. Et donc une cellule, quand elle est malade, elle perd la cohérence de son rayonnement. C'est presque une espèce de désordre lumineux. Et si le tissu est contaminé par ce désordre lumineux, bah, un tissu malade n'est plus en cohérence avec les tissus sains. Et donc le tissu prend son indépendance. C'est exactement ce qu'on voit dans un tissu cancéreux. Il a perdu son interactivité avec les autres tissus et il développe ses propres règles territoriales. C'est comme ça que des cellules provenant d'un tissu cancéreux peuvent aller coloniser un tissu sain et ne plus respecter les règles territoriales qui sont propres au tissu. Les cellules d'un tissu ne vont pas aller visiter d'autres tissus. Donc que ce soit la chromothérapie, les thérapies par les infrarouges, etc., etc. Bon, on a déjà fait ça. Hein. Par exemple, les gens qu'à un moment donné, ça a été critiqué du psoriasis, on les soumettait aux UV. Voilà, on a essayé différentes choses. Donc, avant Fritz Elberpop, il y a un dénommé Alexander Gurwitch qui était embryologiste. Il s'était rendu compte que quand il mettait des radicelles de poireaux âgés en contact avec des radicelles de poireaux jeunes, eh bien les radicelles de poireaux âgés accéléraient la maturation des radicelles de poireaux jeunes. Donc ça veut dire qu'il y avait un rayonnement qui était émis, qu'il avait appelé mitogénétique, parce que ça stimulait la division cellulaire. Et donc, par la suite, on s'est rendu compte, c'est les travaux de Pop et ses collaborateurs. Donc avant les États-Unis, il y a eu les Hollandais, où j'avais travaillé avec Van Roel, qui a beaucoup travaillé, mais il y a aussi les Chinois qui ont travaillé, etc. Donc il y a plus de 20 millions de mesures en biophotons. Voilà, c'est depuis les années 70 que Fritz Elberpop travaille. Donc il y a une grosse banque de données. C'est pas simplement un travail qui a démarré et qui est embryonnaire. C'est un travail qui est assez colossal. Et donc on peut par exemple détecter un début de sclérose en plaques par les biophotons émis par la peau. Donc on a plein de marges de manœuvre qui permettraient de détecter les maladies avant qu'elles ne se manifestent cliniquement, avec évidemment une maladie qui est avancée et qui rend la gestion du problème plus difficile. Donc toutes ces approches, finalement, en introduction on l'a dit, c'est de prendre au sérieux la vibration, la lumière, l'information, et de voir comment un corps informationnel et vibratoire réagit à d'autres vibrations. C'est tout simplement l'idée de base. Et Georges Lakhovsky avait fait un petit quatrain, il disait « La vie a pour moteur la vibration, elle est entretenue par la radiation, et il concluait « Malheur à tous les équilibres oscillatoires, aussitôt la vie, il est intentatoire ». Donc il avait bien compris, sa modélisation reste valable, il considérait que les cellules étaient des éléments vibrants, qu'une cellule malade vibre mal. La vibration va jusqu'au cosmos, puisqu'on n'est pas des systèmes isolés. Et donc, Émile Pinel, qui était un mathématicien qui s'est intéressé à la biologie, avait défini ainsi le terrain. Le terrain est l'ensemble des processus physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques, à quoi obéit la régulation de l'organisme, propriété fondamentale de la matière vivante. Il est soumis, quant à son comportement, au cosmos dans les cas normaux et au rythme biologique dans les cas pathologique à évolution. Donc ça veut dire que tant qu'on reçoit la vibration du cosmos, notre corps reçoit une vibration de normalité, on va dire, et de santé, et dès qu'on se coupe du haut, eh bien on devient malade. Ben, c'est la vision qu'avaient, par exemple, les écoles de médecine du temps de la Grèce antique. Ils disaient on s'est coupé du haut. Alors ils y voyaient la punition des dieux, la vengeance des dieux. Finalement, les hommes tombaient malades parce qu'ils s'étaient déreliés. Et donc, cette vision, on la retrouve en Afrique, etc. On n'a pas non plus parlé des psychothérapies où les approches, par exemple, je pense à l'Afrique parce que j'ai un peu travaillé là-dessus, de psychothérapie sont remarquables. Faut pas écouter ce qui est dit, faut voir l'efficacité symbolique, comme disait Claude Lévi-Strauss. Donc, l'ethnomédecine, on a des façons fort différentes de soigner un individu. Un individu, c'est un corps et c'est un cerveau. Et on pourrait dire, à la façon de Pascal,
qui avait déjà vu le talon d'Achille de l'Occident. Il disait on ne peut, l'homme est en lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce qu'est un corps, encore moins ce qu'est un esprit, et moins encore qu'aucune autre chose, comment un corps est uni à un esprit. C'est là sa nature propre, et c'est pourtant le comble de ses difficultés. Donc on ne peut pas mieux dire que les pensées de Pascal, c'est-à-dire qu'on ne sait pas allier le corps et l'esprit. Donc on aura toujours des gens qui seront dans le psychosomatique et dans le rien biologique, ou des gens qui seront dans tout biologique et le rien psychologique. C'est la voie du milieu, il faut les deux. Donc il y a toute une partie qu'on n'a pas abordée, c'est que le cerveau émet lui aussi des vibrations, que ces vibrations, s'il y a un conflit, vont déréguler un organe, puisque chaque zone du cerveau est en lien avec un organe. Et le psychanalyste Alfred Adler l'avait vu, puisqu'il s'était rendu compte qu'il avait des fragilités qui avaient entraîné une psychologie. Donc il était arrivé à la conclusion qu'un organe défectueux crée une psychologie particulière. Mais on peut aussi dire qu'un conflit psychologique dérégule un organe. Donc on rentre dans le difficile problème pour l'Occident de comprendre qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, que les zones du cerveau sont en lien avec un organe, et qu'une zone qui vibre mal suite à un conflit va entraîner un organe à mal vibrer. Vibrant mal, ça va créer au bout d'un certain temps un déséquilibre vibratoire et informationnel, et à un moment donné, la maladie va s'installer. Donc vous avez des étapes qui amènent progressivement un organe à devenir malade du fait d'un esprit qui peut avoir un conflit. Donc c'est toute cette vision où il y a énormément de données qui doit, à mon avis, être reconsidérée. C'est un travail de synthèse qu'il faut faire, un petit peu comme avant que la biologie émerge, il y avait les zoologistes qui avaient classé le vivant, et il y avait une classification extraordinaire. Mais on n'avait pas le fil conducteur, et le fil conducteur, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est la cohérence, la vibration, l'unité, l'intégrité. C'est ça qui a permis de passer de la zoologie à la biologie, et l'élément on va dire unificateur, ça a été la notion de cellule, qu'il faut corriger maintenant, puisque la cellule, qui vient du latin cellula, n'est rien sans le tissu conjonctif, et le vivant n'est rien sans l'information qui circule. Donc voilà, on revient à un corps sain dans un esprit sain, c'est ce qui est à l'origine d'un équilibre de santé. C'était tout à fait fascinant de vous écouter à tous les deux, partager tous vos savoirs, toutes vos connaissances. Donc si on est sensibilisé, comme vous le disiez à l'instant, et on l'est d'autant plus ce soir après vous avoir écouté, c'est un automatisme, où pouvons-nous vous retrouver ou retrouver vos enseignements? Donc moi j'ai créé un enseignement qui s'appelle l'unité du savoir. Donc j'ai un site qui s'appelle unitédusavoir.com, et donc je propose des formations sur l'unité du savoir. Le mot est lancé. C'est-à-dire ne plus faire la différence entre les sciences humaines et les sciences dures, mais essayer d'avoir une vision intégrative comme la médecine. Et donc c'est des enseignements qui se font à Lyon. Vous pouvez retrouver sur mon site unitédusavoir.com un certain nombre de conférences que j'ai faites sur différents niveaux. Et je propose aussi une autre formation, parce qu'il y a nécessité actuellement, qui s'appelle Science et Spiritualité. On n'a pas parlé des guérisons spirituelles, mais les guérisons miraculeuses existent, donc comment les appréhender, etc. Voilà. Alors, moi j'ai créé une académie libre de médecine intégrative qui va ouvrir en septembre, qui s'appelle Accalmie, sans E à la fin, et le site donc c'est accalmie.ch. Cette formation est assez ambitieuse parce qu'elle passe en revue absolument toutes les médecines alternatives, complémentaires. Nous avons le professeur Gérald Pollack, John Stuart Reid, Philippe Bobola à venir parler effectivement de l'eau, la lumière et toutes les thérapies qui sont possibles avec cette compréhension du corps humain. Nous avons aussi une formation sur le cerveau humain, et là nous allons parler des thérapies dans le domaine de la maladie de Lyme, de l'électro-hypersensibilité, parce que moi il me paraît absolument
anormal que les médecins ignorent le b.a.-ba de ces pathologies, et en particulier pour les électro-hypersensibles qui sont de plus en plus nombreux, la possibilité d'utiliser des protections comme par exemple les CMO qui existent depuis extrêmement longtemps. C'est même les premiers qui ont été sur le marché en France depuis plus de 20 ans, et c'est anormal que les médecins ne soient pas formés à ces choses de base. Et donc, il y aura des formations aussi sur les médecines ancestrales, la médecine Kogi, la sylvestrithérapie, le chamanisme, médecine tibétaine, médecine ayurvédique. Enfin, vraiment, je pense qu'on va aborder tous ces domaines et donner aux médecins, aux thérapeutes, aux étudiants, parce que j'accueille tous les étudiants, j'ai envie vraiment qu'il y ait un maximum de jeunes qui nous rejoignent, et pour pouvoir les former. Ils ont même un prix tout à fait attrayant pour leur entrée dans cette formation. Et effectivement, pour moi, c'est le moment du partage, c'est le moment de repenser la médecine, un peu comme ce qui s'est passé quand il y a eu le Bauhaus en Allemagne, avec toute cette prise de conscience des difficultés, qu'il fallait repenser effectivement l'art. Ben là, nous sommes dans la même situation. Nous devons repenser la médecine. L'art médical. Voilà, l'art médical, voilà. Merci pour toutes ces informations absolument captivantes, et merci de nous avoir permis d'observer toutes les interactions qui existent au sein du corps. C'était formidable, éclairant et captivant, comme je le disais à l'instant. Merci à tous pour votre présence ce soir, pour votre fidélité. Et puis de nouveau, merci à vous deux, docteur Béatrice Milbert et Philippe Bobola, pour voilà, cette présentation remarquable. Et voilà, on prendra beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous réécouter dès demain avec le replay. Très belle soirée à tous, et puis au plaisir de vous retrouver très vite. Bye bye.